Bonjour Ossine Plumy, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tu es adjoint au maire de Vitry chargé de la jeunesse, tu es aussi conseiller départemental du Val-de-Marne. On va revenir ensemble sur les révoltes qui se font jour en ce moment dans pas mal de quartiers populaires un peu partout en France. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne un mot, quand même qu'on dise un mot sur la crise sanitaire et le confinement. Comment est-ce que tu analyses la situation, notamment les décisions du gouvernement? C'est quoi le regard de l'élu local que tu es? Est-ce que tu te sens démuni? Est-ce que tu dirais que les collectivités sont démunies ou est-ce qu'au contraire, les communes sont en première ligne pour justement répondre à toutes les préoccupations des habitants de ton département? Mais je crois qu'il y a un vrai pied de nez malheureusement là, avec cette crise, puisque du coup, il y avait une vraie volonté au départ, hein, en tout cas un message présidentiel qui mettait les maires et les élus locaux dans une position un peu à la marge de ce qui se passe dans le pays. Et avec cette crise, effectivement, moi j'ai été étonné et surpris d'entendre à chaque fois dans les discours du président et du gouvernement l'association à cette crise, le besoin, la nécessité d'avoir à côté de l'action de l'État les maires et les élus locaux. Et du coup, tu dirais qu'il y a il y a un problème sanitaire aussi dans les quartiers populaires? Alors, il y a un vrai problème, il y a un vrai problème sanitaire dans les quartiers populaires. Moi, je pense vraiment que cette crise, elle met en exergue les inégalités sociales qui existaient déjà dans les quartiers populaires, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Avant cette crise, c'était déjà difficile dans les quartiers populaires. Cette crise, elle a mis en relief, elle a fait un focus sur toutes les inégalités sociales qui existent dans notre pays et plus spécifiquement dans les quartiers populaires. On voit d'ailleurs dans les quartiers populaires, on l'a vu en Seine-Saint-Denis notamment, mais le Val-de-Marne n'y échappe pas. On meurt plus souvent du Covid dans les quartiers populaires que partout ailleurs. En fait, l'absence de services publics de proximité, de santé, d'accès à l'hôpital, ou en tout cas le nombre de places en réanimation des hôpitaux aussi qui est pointé du doigt. Mais ce qui va être intéressant, mais vraiment, ce n'est pas le bon mot, hein, mais ce qui va être intéressant de regarder, c'est les conséquences de la pandémie dans les quartiers populaires. Parce que je pense qu'on va malheureusement, je dis on parce que moi j'y habite toujours, on va payer un lourd tribut hein, de cette épidémie, de ce virus dans les quartiers populaires. Alors on le voit depuis quelques jours, je le disais tout à l'heure, à Villeneuve-la-Garenne, à Saint-Denis, à Toulouse, plusieurs quartiers font face à des phénomènes, enfin des faits plutôt que des phénomènes d'ailleurs de violence, d'affrontements entre forces de l'ordre et habitants. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce que l'on commence à sentir en termes de tension dans les quartiers populaires? D'abord, moi j'ai été frappé, je dirais même outré des discours que j'ai entendus faisant état que les quartiers populaires seraient de mauvais élèves, des irresponsables sur le non-respect des gestes barrières, sur le non-respect des confinements. Tenir sur ce discours-là, c'est vraiment méconnaître la situation des quartiers populaires, c'est méconnaître les quartiers populaires. Puisque très classiquement, j'ai envie de dire, dans la vie de tous les jours des quartiers populaires, il y a une réalité sociale. On est vachement dans la proximité, on est vachement dans le tactile, on aime bien faire des grands repas de quartier et c'est cette culture-là qui existe dans les quartiers populaires. Le confinement, il est vécu comme une épreuve extrêmement difficile. Vous rajoutez à cela, lorsque vous vivez dans un HLM, et effectivement dans des situations de logement, et on connaît bien, quand tout à l'heure je parlais d'inégalité sociale, c'est la question aussi du logement. Lorsqu'on ne construit pas du logement social, eh ben, on ne peut pas répondre à une forme de demande de logement social qui existe dans le pays, et notamment dans les quartiers populaires. Vous vous retrouvez dans des logements avec des fratries, dans des 2 pièces à 4, 5, 6, 7 personnes. Et forcément, il va y avoir des conséquences à l'intérieur de ces familles. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu voir dans la presse des faits divers où les violences intrafamiliales, elles commencent à exploser. C'est quoi exactement l'origine de ces tensions entre les habitants et la police? En l'occurrence, on parle d'un accident de moto qui a été provoqué par la police, mais d'après toi, c'est important ou c'est juste, enfin, c'est l'étincelle qui a fait, voilà, qui a mis le feu à la poudre, ou le mal est plus profond et ça vient de plus loin? Bah, de manière très pragmatique, bah, donc déjà, il y a quand même un rapport où on a toujours parlé qu'il fallait à un moment donné concilier la police et les jeunes sous forme de dialogue,
ce débat-là, il est, en tout cas, ce sujet-là, la puissance publique l'a pas traité correctement, je considère. Et puis forcément, c'est ce que je disais, c'est des jeunes qui font un choix. Quand vous êtes dans un logement avec toute la famille et que c'est compliqué, et derrière, même dans le logement, vous ne pouvez pas respecter la distanciation sociale, les plus grands, ceux qui ont 14, 15, 16, 17, 18 ans, ben, ils font le choix d'aller dans la rue et puis de rester un peu plus longtemps dans la rue. Et effectivement, c'est cet effet de rassemblement et de groupe, à un moment donné, puisqu'ils sont forcément contrôlés par les forces de l'ordre, puisqu'ils ne respectent pas les règles de confinement. Moi, j'ai été quand même surpris que 10% des verbalisations sur le territoire national, les 10% des verbalisations sont en Seine-Saint-Denis. Ouais. Et justement, en toile de fond, on sent bien qu'il y a la question du rapport police-habitant. On sent bien que le traitement d'ailleurs de la police est assez différent dans les quartiers populaires que comme il peut l'être à Paris ou dans des quartiers plus aisés. On en revient toujours à cette défiance du coup, mais en tant qu'élu, justement, les violences policières, elles sont encore niées. On voit aujourd'hui, par exemple, tous les phénomènes de violence policière qu'il y a pu y avoir. On voit les enquêtes de l'IGPN qui sont en train de chuter en ce moment. Les enquêtes ne vont pas jusqu'à leur terme. Ça participe, j'imagine, de la tension. C'est quoi le propos, ou en tout cas, que peut un élu local par rapport à cette violence policière qui, semble-t-il, est niée et qui donc forcément agite encore plus, j'imagine, les jeunes dans les quartiers? Je crois qu'il n'y a pas une volonté politique d'un point de vue national de créer les conditions d'un dialogue. Donc, du coup, nous, localement, c'est ce qu'on fait. En tout cas, moi, je participe à aller aussi en discussion avec les jeunes, à créer le dialogue. Et effectivement, à partir du moment où il y a un dialogue qui s'instaure et qu'on met les mots, il y a un climat de confiance qui commence à s'installer. Pour le moment, il n'y a pas de climat de confiance, il y a une vraie défiance. Et puis, c'est ce que vous dites. Je veux dire, dans les quartiers populaires, on a aussi la télévision et on regarde aussi ce qui se passe ailleurs. Et effectivement, le traitement de la question des beaux jours sur Paris, où il y avait, on l'a tous vu ça, au Bois de Boulogne, sur les quais de Paris, des Parisiens qui faisaient leur footing. Alors moi, je ne jette pas la pierre, hein, mais et le traitement il y avait vraiment un traitement différencié. Et ça, c'est pour les habitants des quartiers populaires, mais notamment pour les jeunes, c'est devenu insupportable. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes, vous, aujourd'hui? Vous êtes en contact avec eux? C'est quoi leur principale demande? Quelles sont leurs principales. C'est quoi leur parole à eux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils demandent, en fait? Bah, les jeunes, ce qu'ils ont l'impression déjà, c'est qu'effectivement, il y a, il y a une vraie parole nationale de l'État très forte sur la question de la crise sanitaire, mais aussi de redémarrer le pays. Et puis, dans toutes ces thématiques et ces discours qui sont tenus à la fois par les hautes autorités de l'État et notamment par le président de la République et du Premier ministre, ils n'y trouvent pas leur compte dans ce discours-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, à un moment donné, ils n'ont pas repéré une parole qui les concerne. Et effectivement, tant qu'il y a ce blanc-là, ce désert dans le discours, il y a une forme, comme je disais, de défiance. Et ça s'exprime, hein, ça s'exprime parce qu'on a écho aussi dans des villes de banlieue, dans des quartiers populaires, où il y a une colère qui s'est clairement exprimée, notamment par le fait divers aussi, d'un jeune qui a été percuté ou qui a percuté un véhicule de police. J'en dirai pas plus parce que je n'ai pas tous les éléments de cette situation. On lit aussi que les tensions seraient aussi nées du fait que l'économie souterraine est à l'arrêt. C'est aussi une des raisons, vous pensez, ou c'est n'importe quoi? Le fait qu'il n'y ait plus de trafic, notamment de drogue. Moi, je suis surpris, par ce discours. D'abord, est-ce que le trafic de drogue, c'est une exclusivité des gens des quartiers populaires? J'ai un fort doute là-dessus. Non, je pense que vraiment, c'est une vraie réalité. C'est qu'il y a ceux qui ont la capacité, les moyens,
le cadre, l'environnement, de bien respecter le confinement. Donc, si vous êtes en pavillon avec un jardin, eh bien, vous pouvez faire votre confinement assez tranquillement. Dès lors que vous êtes dans un logement et que c'est compliqué, bah, votre confinement il devient compliqué et l'expression de toutes ces difficultés, elle se retrouve forcément dans la rue. Et quand vous ajoutez des individus bout à bout en colère, forcément, ça s'exprime. Alors, est-ce que c'est lié à des trafics qui seraient ralentis? Je pense que ça peut être une des causes, mais elle me semblerait extrêmement mineure dans toutes les causes et les réalités qui existent dans les quartiers populaires. Il y a un article, je ne sais pas si tu l'as lu, il y a eu un article dans Le Monde il y a quelques jours qui parlait de la situation à Clichy-sous-Bois. Les associations locales et la Maison de la Jeunesse, notamment, organisaient des collectes de nourriture pour les habitants. Le premier jour, il y avait genre 190 personnes, le lendemain 490, et alors on est arrivé à plus de 750 personnes par jour. Pour toi, c'est la crise d'après, c'est la crise qui arrive, c'est la crise alimentaire, la crise de l'absence de capacité financière justement pour les familles dans les quartiers à aller acheter de la nourriture, à s'alimenter. Bah, moi, je pense que cette situation de crise alimentaire dans les quartiers populaires, elle existait déjà. Elle existait déjà, et elle était peut-être moins visible parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans nos quartiers populaires. J'avais commencé mon propos par là, c'est qu'il y a une vraie solidarité entre les gens. Il y a une vraie solidarité, il y a un vrai tissu social d'entraide et qui existe entre les habitants des quartiers populaires. Donc, c'était un peu noyé, j'ai envie de dire, dans la masse de la vie de tous les jours. Aujourd'hui, le confinement, il met bien en exergue ces réalités-là. Et effectivement, moi, je rencontre des gens qui ont des difficultés. Et puis, c'est aussi des gens qui avaient l'habitude d'aller faire leurs courses au marché. Moi, j'ai des situations où il y avait une sorte de deal entre les commerçants du marché et les habitants les plus précaires et les plus fragiles qui venaient au marché vers les coups de 13 heures à la fin du marché parce qu'ils pouvaient bénéficier de l'eau un peu moins chère. Là, il n'y a plus du tout, du moins, il y a presque plus de marché comestible. Donc, ce qui leur reste la possibilité de s'alimenter, en tout cas des achats, c'est les grandes surfaces. Ce n'est pas les mêmes prix. Je veux dire, au marché, c'est 1,20 €, 1,50 € le kilo de tomates. À Leclerc, moi, j'y suis passé hier, c'est 4 €. Donc, vous voyez bien le bon. Et ça, ce n'est pas tenable financièrement pour les quartiers populaires. Et donc, quand même, Pablo, tu vas poser une question sur l'école, je crois, mais le Ramadan arrive bientôt. C'est un sujet de préoccupation aussi, ou est-ce qu'à priori les conditions sont réunies pour que ça se passe au mieux? Alors, je pense que les conditions sont réunies. De ce que j'ai un peu lu et vu, il y a des messages du CFCM, c'est bien relayé localement par les responsables associatifs du culte musulman pour vraiment s'inscrire dans les règles républicaines de confinement, de gestes barrières. Donc, je crois que le message il est plutôt bien relayé et je n'ai pas l'impression de ce que j'entends ou je vois autour de moi qu'il y aurait une problématique autour de ça. Alors moi j'ai une question sur l'école. Le 11 mai, normalement, on n'a toujours pas très bien compris, mais normalement, il devrait y avoir un retour de certains enfants sur la base du volontariat, je ne sais pas quoi, à l'école. Toi, tu envisages ça comment? Enfin, tu le vois d'un bon œil pour les quartiers populaires? Est-ce que ce serait par exemple la possibilité de retourner pour les habitants, de retourner par exemple travailler? Bah, ce qui est, d'ailleurs, je vais répondre à ta question, mais moi, je vois dans nos quartiers tous ceux qui partent le matin bosser. C'est les caissières, les agents de sécurité, les livreurs. Je veux dire, c'est tous ces petits métiers, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais c'est tous ces petits boulots, tous ces petits gens, comme certains les avaient nommés, qui font quand même aujourd'hui tourner la France. Donc, moi, je veux vraiment leur rendre hommage et les remercier. Sur la question de l'école, la patate chaude, elle a un peu refilé au maire en disant, parce que les écoles, en tout cas l'école, le bâtiment et les personnels à l'intérieur, hors enseignants, c'est de la responsabilité du maire. Donc, c'est quand même compliqué à mettre en œuvre. Néanmoins, moi, il y a une idée qui m'intéresse, c'est peut-être de donner le 11 mai la possibilité aux familles les plus en difficulté qui se retrouveraient dans des logements, ce que j'avais dit tout à l'heure, un peu exigus et que les mômes seraient un peu en difficulté, qui puissent aller un peu respirer à l'école
en créant effectivement les gestes barrières avec la distanciation sociale qui s'impose à tous. J'ai une dernière question aussi de lui. On est le 21 avril. Beaucoup voient dans cette date le séisme du 21 avril 2002 et le second tour inédit avec Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle. Près de 20 ans plus tard, une crise sanitaire en plus qui fait surgir les questions des frontières, la question de la souveraineté, la question du Rassemblement national au pouvoir. Tu l'imagines? Bon, je préfère pas l'imaginer. Mais néanmoins, si on commence à mettre dans la cocotte minute tous les ingrédients qui feraient exploser le pays, c'est une hypothèse qui est sur la table. Donc, il faut être attentif à ça. Il y a quand même des ingrédients des ingrédients qui sont posés sur la table un peu partout. Si à un moment donné, tous ces ingrédients se retrouvent au même endroit et dans la même cocotte minute, il y a effectivement un risque. En tout cas, moi, j'ai une absolue confiance à l'élan républicain, je veux dire ça comme ça, à l'élan républicain de la nation. Et j'espère qu'on saura tous à chaque fois se rassembler pour empêcher qu'il y ait effectivement le Front National au pouvoir. Alors, je crois qu'on va avoir de la visite. Salut Priscilla. Salut. Je te présente Ossine Mimi, qui est élue du conseil départemental du Val-de-Marne. Ossine, je te présente Priscilla. Priscilla Ludowski, qui est une figure notamment des Gilets jaunes. Priscilla, c'est à toi, tu as une question, je crois, pour Ossine. Oui, bonjour. Bonjour Priscilla. J'ai une question au sujet du contrôle aux faciès dans les quartiers. Et j'avais rencontré il n'y a pas si longtemps un militant qui œuvrait pour que le contrôle aux faciès soit répertorié, soit comptabilisé et qu'il y ait des procès-verbaux qui soient délivrés aux personnes qui reçoivent le contrôle pour lutter justement contre le harcèlement et le fait d'être contrôlé X fois, mais pas pouvoir aussi contester ces contrôles et pouvoir produire des statistiques. Est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été discuté du côté de Vitry, par exemple? Est-ce que c'est un sujet qu'on entend est-ce qu'il y a est-ce que c'est un sujet qui est sur la table ou pas? Alors, c'est effectivement un sujet sur la table, puisqu'on est aussi confronté, j'ai envie de dire, Vitry, c'est une ville populaire avec des quartiers populaires, et effectivement, il y a des jeunes qui sont victimes de ce contrôle au faciès. Et là où c'est intéressant, tu as raison, il y a beaucoup d'intérêt à ce qui est ce type de procédure par le relevé, le procès verbal du contrôle. Mais c'est aussi ce qui est intéressant, c'est l'aspect statistique, parce que ça va nous permettre aussi de démontrer avec des chiffres que le contrôle au faciès, ce n'est pas une utopie. En tout cas, certains voudraient nous faire croire que ça n'existe pas. Donc, on a un outil qui pourrait nous permettre de mesurer cela. Et effectivement, il faudrait absolument qu'on arrive avec des convergences militantes à mettre en place cet outil. Et nous, effectivement, à Vitry, on y réfléchit, mais on aimerait et on l'exige. Mais le commissariat, en tout cas la police nationale, n'est pas une des compétences du maire. Donc, on arrive à nos limites de ce qu'on pourrait nous exiger localement. D'accord. Eh bien, super, merci à tous les deux. Merci Priscilla, merci Ossine. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au regard.